Bonjour à tous, Olivier du Signal Économie. Bienvenue pour ce nouveau numéro du vlog. J'ai eu envie de m'interroger sur la réforme ferroviaire qui est actuellement en cours en France. Donc pour expliquer rapidement, le gouvernement a proposé que la SNCF, la Compagnie nationale d'exploitation ferroviaire, fasse son activité de transporteur dans un cadre un peu différent. Et il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord avec cette réforme. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la réforme, je vais plutôt me contenter de prendre un peu de recul et de donner quelques éléments de définition sur des termes qu'on entend systématiquement dans le débat et dont je ne suis pas certain que les personnes qui les utilisent les comprennent vraiment. Alors en gros, il y a trois termes que je vais définir dans cette vidéo. Donc la libéralisation, la privatisation et l'ouverture à la concurrence. Parce que ce sont trois enjeux réels ou supposés de la réforme, et souvent c'est utilisé d'une manière un peu dans tous les sens, alors que en sciences économiques, ces trois termes ont des sens précis, et donc ce sont ces définitions précises que j'aimerais vous transmettre. Alors d'abord, libéralisation, qu'est-ce que c'est une libéralisation? Donc une libéralisation, c'est le fait qu'un marché sur lequel il n'y a qu'un seul opérateur, qui est donc en position de monopole, eh bien à un moment donné, on autorise d'autres entreprises à investir sur ce marché-là, à entrer sur ce marché-là. Donc la libéralisation, c'est en fait la même chose que l'ouverture à la concurrence. Alors, elle peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, en France, elle a déjà eu lieu sur le secteur des télécommunications. Pendant longtemps, les télécommunications fixes étaient du ressort de ce qui est devenu France Télécom et Orange aujourd'hui. Donc il y avait une seule entreprise, France Télécom, qui avait le monopole de l'exploitation des lignes téléphoniques fixes. Et puis à un moment donné, l'État a décidé que d'autres entreprises pourraient aussi proposer des services de télécommunications fixes. Et donc c'est ce passage de un acteur sur le marché, un vendeur sur le marché, à plus qu'un seul vendeur sur le marché, c'est ça qu'on appelle la libéralisation ou l'ouverture à la concurrence. Donc ça c'est la première chose. Il faut aussi savoir que sur certains marchés, on peut ne libéraliser qu'une partie de l'activité. Alors souvent on ne libéralise que l'activité d'exploitation commerciale et pas le réseau nécessaire à l'exploitation commerciale. Donc c'est ce qu'on fait avec l'électricité. Il y a en France, en tout cas en France, il y a EDF, Direct Energy, etc. Donc il y a un certain nombre de producteurs d'électricité qui fournissent librement des offres à leurs clients ou aux consommateurs en général. Par contre, certaines infrastructures restent monopolistiques, donc en l'occurrence le réseau électrique. C'est la même chose pour ce qui est du réseau ferroviaire. Alors pourquoi on fait ça? Parce que pour certaines industries, on ne peut pas faire de concurrence sur le réseau, parce que ce serait tellement coûteux de dupliquer à chaque fois le réseau, que finalement le marché s'effondrerait à moyen terme, et du coup il n'y aurait plus du tout d'entreprises. Alors soit il n'y aurait plus du tout d'entreprises qui proposeraient le service, donc je sais pas, le service ferroviaire ou le service électrique, ou alors on reviendrait à une situation de monopole. Et donc si on est passé d'une situation de monopole à une mise en concurrence, on veut probablement éviter de faire le chemin inverse. D'accord? Donc pour s'assurer qu'on reste dans une situation de concurrence, eh bien, on ne met en concurrence que les segments de l'activité ou du marché qui sont à même de supporter la concurrence. Les segments de marché sur lesquels on ne peut pas mettre de concurrence de manière viable, c'est ce qu'on appelle les monopoles naturels. Donc je ne vais pas expliquer ce que c'est, je mettrai des liens dans la description. Comme ça, si vous voulez creuser ce qu'est un monopole naturel, vous aurez des explications. Donc ça, c'est libéralisation ou ouverture à la concurrence. Donc c'est deux termes qui veulent dire en fait la même chose. Le troisième terme que je voulais aussi définir dans cette vidéo, c'est la privatisation. Souvent, on confond privatisation et libéralisation, alors qu'en fait, ça n'est absolument pas la même chose. La privatisation, c'est le fait que l'État ou un autre opérateur public, ça peut être une région, un État fédéré, une ville, une communauté urbaine, etc. Donc, en tout cas, une personnalité publique, de droit public, qui décide de vendre à un ou plusieurs propriétaires privés une entreprise publique. D'accord? Donc la privatisation, c'est je prends une entreprise publique et j'en fais une entreprise privée. Olivier du montage. Je me rends compte qu'il y a une petite imprécision au niveau de l'explication. Ici, quand je parle de faire d'une entreprise publique une entreprise privée, je parle uniquement
du point de vue des propriétaires de cette entreprise, ou alors pour utiliser le terme technique du jargon de la science économique, on dira d'un point de vue capitalistique, c'est-à-dire que le capital, la propriété de l'entreprise, passe de public à privé, mais ça ne veut rien dire sur d'autres aspects de l'entreprise. Typiquement, l'entreprise peut devenir privée d'un point de vue capitalistique et continuer à employer des fonctionnaires, ou alors elle peut continuer à avoir une forme juridique proche d'une entreprise publique. Alors je peux le faire de plusieurs manières différentes. Je peux vendre l'entreprise publique à un futur investisseur privé, ou alors je peux vendre mon entreprise publique à plein d'autres investisseurs privés ou propriétaires privés par le biais d'une mise sur le marché boursier. D'accord ? Parce que quand vous achetez des actions d'une entreprise, eh bien, en fait, vous devenez propriétaire d'une partie de cette entreprise. Et donc, s'il y a 1 million d'actions et 100 000 actionnaires, eh bien, en fait, il y aura 100 000 propriétaires de l'entreprise. Avec des niveaux différents, mais il y aura 100 000 propriétaires différents. Alors, pourquoi il y a des confusions sur privatisation et libéralisation ? Parce que souvent, les entreprises publiques qui sont privatisées exerçaient dans le passé des monopoles. Il y a à la fois un mouvement de libéralisation et un mouvement de privatisation. Mais les deux mouvements ne sont pas nécessairement identiques. Par exemple, en Allemagne, le transport ferroviaire de passagers a été ouvert à la concurrence, donc il a été libéralisé, mais la Deutsche Bahn, qui est l'opérateur public, n'a pas été privatisée. Ça reste une entreprise détenue par l'État. Il y a eu une tentative à un moment donné de privatisation, qui a échoué, je ne sais plus exactement les raisons, et donc l'État allemand a décidé de ne finalement pas privatiser la Deutsche Bahn. Donc il y a eu libéralisation, mais il n'y a pas eu privatisation. Un autre problème, c'est que la privatisation, c'est pas 0 ou 1. Par exemple, EDF en France est majoritairement détenue par l'État français, mais elle est aussi cotée en bourse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que l'État français qui est propriétaire d'EDF. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire qu'EDF est une entreprise privatisée ? Ben là, ça dépend. On peut dire qu'elle est en partie privée, en partie publique. Où est-ce qu'on va mettre le curseur pour dire public-privé ? C'est pas... chacun le mettra un peu où il veut. Pour finir, un dernier point qui n'est pas un élément de définition, mais qui est plutôt un élément de prudence intellectuelle qui me paraît bon de rappeler, c'est que j'ai vu passer sur Twitter pas mal de tweets à la fois de gens qui étaient favorables ou défavorables à la réforme, qui contenaient des statistiques où il n'y avait jamais de source. Donc on nous disait, je sais pas, par exemple tel pays, en Angleterre, les prix auraient augmenté de X%, en Allemagne, la Deutsche Bahn aurait beaucoup licencié au moment où l'ouverture de la concurrence a eu lieu, etc. etc. Donc je dis pas que ces informations sont fausses, je dis simplement que lorsque vous voyez une donnée statistique qui n'est pas sourcée, donc on ne vous dit pas d'où elle vient, je pense que la solution la plus raisonnable, c'est de ne pas la croire, parce qu'en général, les gens qui utilisent ça, en fait, soit ils défendent la réforme ou ils critiquent la réforme, donc ils sont pas neutres. Ils sont pas neutres. En tout cas, ils sont pas non partisans. Ils ont un parti pris dans le débat. Et du coup, qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont pas en train de tordre le chiffre qu'ils nous proposent ? Quand on nous donne la source, ça nous permet d'aller vérifier par nous-mêmes et de nous dire, ok, l'interprétation qui est faite de la donnée statistique, dans le tweet ou autre, je peux la vérifier et je peux dire effectivement elle n'est pas du tout abusive, ou au contraire là par contre en fait non, le chiffre il dit pas du tout ce que la personne sur Twitter ou sur Facebook ou ailleurs est en train de lui faire dire. Petite précision, je la fais à chaque fois mais je préfère la refaire encore cette fois-ci. Quand les gens mal interprètent une donnée statistique qui semble aller dans leur sens, c'est pas forcément par malhonnêteté intellectuelle. Je dis pas que c'est des gens, que les gens qui font ça, c'est pas forcément des gens qui ont la volonté de tromper, qui savent qu'ils sont en train de dire n'importe quoi, mais qui manipulent et qui disent rien en espérant que ça passe. On peut aussi se tromper de bonne foi, c'est pas du tout... c'est possible, c'est des choses qui arrivent. Mais que l'erreur elle soit faite de bonne foi ou de mauvaise foi, si la donnée statistique est mal interprétée, la donnée statistique est mal interprétée et du coup il faut la corriger d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas ne pas l'utiliser pour réfléchir. Donc j'espère que ce vlog vous permettra, ou vous aura déjà permis de mieux réfléchir aux tenants et aux aboutissants de la réforme en question, de la réforme ferroviaire actuelle. Que l'on soit pour ou contre cette réforme, c'est pas l'enjeu me semble-t-il. Le vrai enjeu, en tout cas pour un vulgarisateur comme moi,
c'est de faire en sorte que tout le monde dans le débat utilise les bons concepts pour ne pas faire de contresens sur ce qui est réellement proposé et sur les vrais tenants et aboutissants de la réforme en question. Si vous avez apprécié ce vlog, si vous y avez appris des choses, n'hésitez pas à lâcher un pouce, n'hésitez pas également à vous abonner soit à la chaîne YouTube ou à la newsletter du Signal Économie. L'avantage de la newsletter, c'est que vous avez une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, alors qu'avec YouTube, c'est pas toujours évident. Et si vous voulez approfondir vos connaissances en économie, n'hésitez pas à aller voir le site internet du Signal Économie. J'y publie régulièrement des articles réservés aux abonnés. Donc les abonnements commencent à 1,99 € par mois pour l'instant. Et c'est un moyen pour vous à la fois d'approfondir vos connaissances et de m'aider à produire du contenu, donc à la fois des vidéos type vlog, les podcasts, les articles et le dictionnaire sur le site du Signal Économie. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.